Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques. Aux États-Unis, les images de l'avenir, c'est au chimpanzé Enos qu'on les doit. Héros de la répétition générale du voyage de l'homme américain autour de la Terre, Enos a été confié dans une capsule Mercury à une fusée Atlas. Il devait effectuer 3 rotations avant d'être récupéré. Il n'en effectua que 2. D'ailleurs parfaitement réussi, pour la plus grande satisfaction du lieutenant-colonel Glenn à droite, désigné pour le premier vol humain, et son éventuel remplaçant Scott Carpenter. Enos a été récupéré en plein Atlantique, d'où on l'expédia passer une sérieuse visite médicale. Enos s'y montra bien vivant, mais l'œil un peu triste. Il est vrai qu'on serait abattu à moins. Il ne faut pas trop se fier à cette courtoisie réciproque du japonais Koyisone et du hollandais Gessing. Dans un instant, ils vont totalement oublier toutes ces politesses. Et alors, ils vont parler le langage des judokas, un langage qui se traduit par toutes sortes de figures aux noms bizarres, mais comme nous ne connaissons pas le japonais, bornons-nous à regarder le combat. Tout ceci se termine par la victoire inattendue du Hollandais qui devient champion du monde avant d'affronter ses supporters beaucoup plus dangereux, semble-t-il, que le Japonais. 20 000 Stéphanois pour assister à la résurrection de Juste Fontaine, le numéro 8 du stade de Reims, maillot foncé à manches blanches. Ce numéro 8, c'est celui qu'il portait en Suède il y a 3 ans, alors qu'il était le meilleur shooter de la Coupe du Monde. Depuis, il s'est cassé 2 fois la jambe. À propos de cette jambe, un énorme point d'interrogation. La réponse, elle est simple, regardez vous-même. Excellente passe au partenaire démarqué et c'est miracle que Reims ne soit pas parvenu là à réussir un but. Cette action favorable aux Rémois ne doit pas faire illusion, c'est Saint-Étienne qui a dominé durant les 3 quarts de la partie, domination qui se traduit par un premier but. Et comme les Stéphanois ont continué de surclasser leurs adversaires, ils ont marqué un second but, résultat, Reims n'est plus en tête du championnat. Sans doute, les coupables ont expié leurs crimes. Sans doute, un jour de 1946, l'amiral Tojo et ses complices ont été condamnés à la mort des criminels. Mais il reste que rarement pareil attentat ne fut tenté et réussi. À l'aube du 7 décembre, voici 20 ans, sans déclaration de guerre, 361 avions s'envolèrent de porte-avions qui, sans être découverts, s'étaient approchés de la grande base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor. 15 minutes suffirent pour réduire à néant la plus belle escadre du monde. Ce fut sans doute le plus fulgurant désastre naval de tous les temps. 5 cuirassés détruits ou coulés, 3 ravagés par l'incendie, un grand nombre de croiseurs et de destroyers détruits, 3500 morts. Prix de l'impréparation et de l'insouciance. Se souvient-on de Pearl Harbor? L'évocation au Louvre de l'atelier de Georges Braque donne le prix que le monde attache à cet artiste.
Il est le premier peintre vivant à exposer au Louvre. Cette reconstitution situe mieux que toutes les études l'univers d'où le peintre a tiré sa magie personnelle. C'est ce qu'ont inauguré ensemble M. André Malraux et l'artiste lui-même, avec les quelques 60 toiles qui forment non pas une rétrospective, mais bien un regroupement où s'offre la continuité d'une inspiration transfiguratrice. Le Georges Braque du Louvre n'est en effet pas différent du Georges Braque que nous filmions dans sa retraite de Varangeville voici 15 ans, et qui poursuivait dans le silence cette opération de mise en forme poétique des objets quotidiens sous le signe d'un cubisme élargi aux limites du songe poétique. Quelle est dans l'art de notre temps la place de Georges Braque? Ces notes sourdes de lumière qui illuminent son œuvre, cette reconversion des choses habituelles et leur métamorphose poétique éclipsent bien des renommées tapageuses. Saluons l'entrée au Louvre d'un grand peintre contemporain. En inaugurant devant le premier char à banc à moteur l'exposition Le siècle de l'automobile, le ministre du Commerce et de l'Industrie avait avant toute chose à rendre hommage à l'audacieux chercheur qui imagina un moteur où le foyer serait logé dans un cylindre. L'inventeur, Étienne Lenoir, se flattait de supprimer ainsi la chaudière, organe encombrant et dangereux. Les résultats devinrent encourageants quand on s'avisa d'employer un combustible gazeux. Ainsi, en 1861, naquit le moteur à explosion. L'automobile suivit. Dès 1891, la construction en série s'était emparée de l'auto. Et les routes de campagne purent admirer les modèles super chics du double phaéton, châssis bois ferré, allumage par brûleur, frein sur les bandages des roues arrière et béquilles pour empêcher de dériver. On pouvait atteindre le 25 à l'heure. En 1895, l'utilisation du premier pneu donnait un nouvel essor à la voiture et Léon Bollet présentait un tricycle dont les 30 km/h faisaient trembler les cyclistes. En 1902, l'automobile prenait du galon avec la course Paris-Vienne, la première grande épreuve de vitesse que gagnait Marcel Renault. Avec les premiers Tours de France cyclistes, l'automobile avait pris ses lettres de noblesse. La caravane suiveuse, déjà, était automobile. Le confort gagnait des points, l'élégance s'en mêlait. Beautés à voilettes, charme en cache-poussière, et l'on eut les premiers embouteillages. 1904 marqua une grande date. Si Paris-Madrid s'arrêta à Bordeaux, on y était allé à 100 à l'heure. Ce furent les premiers martyrs. L'automobile entrait dans les mœurs. L'attelage à la Daumont faisait place sous le règne de M. Fallières aux 40 chevaux sous capot. Elle entrait aussi dans les mauvaises mœurs. La bande à Bonneau fut son initiatrice. Précurseur de tous les gangsters en voiture, Bonneau, dès 1911, fit de l'auto l'auxiliaire essentiel, si banal aujourd'hui, de toutes les agressions. La guerre de 14 devait donner à l'auto le lustre de la gloire guerrière. Les taxis de Paris sont peut-être les vrais vainqueurs de la bataille de la Marne. La paix ramena l'automobile à des compétitions pacifiques. Et avec ses voitures à chenilles, la croisière noire traversait le Sahara. Les premières voitures de course apparurent sur le circuit de la Sarthe, d'où devaient sortir un peu plus tard les 24 heures du Mans. « 1940 supprima à Paris la circulation automobile. Mais on vit naître cet œuf électrique qui semblait dire « Patience, automobile pas morte ». Et nous en sommes venus à cette merveille de mécanique que prévoyait peut-être Étienne Lenoir le précurseur. Mais avait-il prévu un succès si total? Ces milliers de voitures si parfaites qu'elles ne peuvent plus faire que du 4 à l'heure.